Cher public, cher orateur, cher juré, après avoir été désigné comme volontaire, j'ai l'immense honneur d'ouvrir la 3e édition du concours d'éloquence mis en place par les beaux-parleurs pour cette année. Le président n'est pas là, donc je suis là en tant qu'adjoint à la présidence sur Lorient, puisque le président est dans le jury. Bonjour Laurent. L'éloquence à proprement parler, c'est l'art de parler, d'émouvoir, de persuader. L'éloquence, c'est faire des belles phrases, de virevolter à droite, à gauche et d'emmener les gens dans des endroits où ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient y aller. Mais c'est aussi rester simple, et c'est ce que j'ai décidé de faire pour ce discours, puisque c'est pas pour moi que vous venez, malheureusement pour moi, mais... du coup, c'est cette voie de simplicité que j'ai choisie, et je trouve que l'éloquence est si importante que ça pour nous, puisque c'est un élément fondamental de l'être humain. En effet, qu'est-ce que la communauté humaine sans la puissance du partage d'informations, la puissance de communiquer, le fait de pouvoir partager des avis, qu'ils soient opposés comme partagés, et également de se reprendre et d'évoluer dans ses pensées. Donc l'éloquence est la transmission de pensée, de volonté entre plusieurs individus, et c'est ce que les beaux-parleurs tentent de faire déjà depuis 2 ans. En tant qu'historien, je vais vous donner une date, pardon. Ce sera mai 2022. Puisque mai 2022, alors c'est pas très précis comme date, j'en conçois, mais j'ai pas encore fini ma licence, donc laissez-moi un peu de marge. Mais en mai 2022, c'est le mois durant lequel le projet de lancer le concours d'éloquence nationale a été lancé, et de fait l'association des beaux-parleurs. Et on peut dire qu'elle a été créée sur un malentendu, puisque au départ, c'était un simple projet du E5 de mettre en place un concours national d'éloquence et que le statut d'association est venu dans la foulée, puisque de nombreux acteurs, que ce soit des soutiens comme des membres, ont montré de l'intérêt à ce qu'est l'éloquence, savoir l'art de parler, l'art de manier les mots. Alors le concours que nous organisons, il est aux racines même de l'association des beaux-parleurs. C'est, comme je l'ai dit, le projet qui a lancé les beaux-parleurs et le groupe qu'on a actuellement, mais c'est également l'événement de clôture, puisque ça représente pour nous la fin d'une année. C'est un projet qu'on a fait pendant toute l'année et que on a décidé de mettre en place, donc ça représente pour nous la fin de cette année. Et ce concours ne serait pas possible sans l'aide de nombreux acteurs que j'aimerais remercier. Donc j'aimerais déjà un tonnerre d'applaudissements pour tous les membres des beaux-parleurs qui ont aidé à la mise en place du concours. Merci à vous. Merci également à tous nos partenaires et nos soutiens, qu'ils soient récents ou anciens, notamment à l'Université Bretagne Sud, puisque on se trouve ici dans le paquebot, qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous appuyer. Donc pour leur concours et leur aide dans l'organisation et la promotion de l'événement, un grand merci à eux. J'aimerais également remercier les membres du jury, Madame Mel, maître de conférence à l'Université Bretagne Sud, la députée de la 5e circonscription du Morbihan, Lisiane Métayer, Monsieur Sylvain Lemeur, coach en prise de parole, Catherine, alors je suis navré pour le nom de famille, hein, Catherine Kerbrat-Ruellan, ça passe ? Ça passe, parfait. Qui est vice-présidente en charge des relations académiques et des liens entre les lycées et l'université. Et enfin, Laurent Sartre, le président de l'association des beaux-parleurs. Un grand merci à vous, puisque sans vous, on n'aurait pas de jury. Et vous avez répondu dans des délais assez faibles. Et vous êtes présents, vous donnez de votre temps pour participer à cet événement. Donc un grand merci à vous, ça fait très plaisir. Et enfin, j'aimerais remercier le public pour être venu assister si nombreux à ce concours d'éloquence, et également les candidats qui sont là-haut pour participer tout simplement. J'espère que vous profiterez tous de ce concours, et pour les candidats, n'oubliez pas, amusez-vous. Merci à tous. Mesdames et messieurs le jury, très cher auditoire, bonsoir. Oubliez tout ce que vous avez pu voir à la télévision, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mauvaises surprises, pas de longues tirades, pas de témoins, car l'affaire est très très simple. Si
candidats. 6 candidats, 8 minutes. 8 minutes pendant lesquelles ils s'élanceront dans un combat hargneux afin de vous convaincre, membres du jury, très cher auditoire, de la véracité de leurs propos. Mais avant de commencer, j'ai l'honneur de vous dire que, comme l'année précédente, vous avez le prix du public. À côté de vous, vous avez des petits papiers sur lesquels vous avez la possibilité d'écrire à la fin des passages la personne qui vous aura le plus convaincu, la personne qui aura le plus éveillé d'émotions en vous. La salle est à son comble. Tout le monde se demande qui va commencer, qui s'élancera, qui sera le premier. Ce premier candidat est assez spécial. Ancien chef d'entreprise, il se dit être autodidacte, passionné par la littérature, par la poésie. C'est un amoureux de la langue française. Jean-Noël Guénan a choisi aujourd'hui de répondre à la question « Hier est-il toujours mieux que demain ?» C'est une vraie entrée en scène. Alors je pensais que j'avais peut-être le droit à un handicap, mais apparemment non. Donc je vais faire de mon mieux. Je vais commencer par un petit poème, qui est une forme d'introduction à mon discours. Hier est-il toujours mieux que demain? L'herbe est-elle plus verte dans le champ du voisin? C'était mieux avant. L'instituteur était un savant. C'était mieux avant, dans le milieu des paysans. Les parents donnaient des valeurs. Il n'y avait pas de faveur. C'était mieux avant. La patrie était respectée. On se battait pour des idées. Mais depuis que les tours sont tombées, on vit dans l'insécurité. C'était mieux avant. On était bien insouciants. Mais pour ceux qui étaient différents, c'était moins bien avant. Ils étaient dans l'enfermement. On a oublié que la poésie a été aimée d'un président. Je dois vous parler de quelqu'un qui est né en 1973, qui a eu une enfance très perturbée, turbulente, comportement difficile à l'école et au collège. À l'adolescence, rupture des études. En seconde, avec des notes catastrophiques. Puis, il passe un examen sans le bac. Il rentre dans une grande école qui forme des cadres dans la grande distribution. Ses études se passent bien, sauf qu'à 19 ans, une nuit, je reçois un coup de fil, très perturbant, très incohérent. C'était à Rouen. C'était tellement alarmant qu'en pleine nuit, je pars le rejoindre. Il sera hospitalisé en psychiatrie et suivra un parcours très long, chaotique, de contrats de travail éphémères, d'hospitalisation régulière, de rupture de traitement, de fréquentation de la rue, de périodes mystiques, de troubles à l'ordre public, de petits boulots sans lendemain, de la paranoïa, d'appels de gendarmes ou des pompiers, devoir casser sa serrure pour rentrer chez lui, pour trouver soit dans l'appartement où il est présent, mais dans un état de grave précarité. J'ai dû apprendre le langage des fous pour communiquer avec lui. Mais il m'a appris aussi beaucoup de choses, d'un monde qui nous est inconnu. Et si je vous parle de lui, c'est qu'il était né un siècle avant, il aurait été interné à vie, considéré comme fou, irrécupérable. C'était comme ça à l'époque de Camille Claudel, qui est resté 30 ans dans un hôpital psychiatrique et qui est morte de faim. Il faut le savoir. Voire pire, s'il était né en Allemagne, sous la période nazie. Il aurait été euthanasié, assassiné,
comme tous les handicapés mentaux, les infirmes et les homosexuels. Pour cette période, hier était évidemment moins bien qu'aujourd'hui. Mais pour la misère et la pauvreté, qu'en est-il? En 1849, Victor Hugo, dans son discours sur la misère à l'Assemblée nationale, disait, je cite, « On ne peut pas supprimer la souffrance, car la souffrance est une loi divine. Mais je pense qu'on peut détruire la misère. La misère sévit au plus profond des entrailles de Paris. Victor Hugo, dans son discours, donne des exemples précis, des familles entières qui vivent dans le plus grand dénuement. Elles meurent de faim ou de maladie, dues à des conditions d'hygiène lamentables. Aujourd'hui, certes, on a éradiqué cette misère depuis la dernière guerre mondiale. La misère dont parlait Victor Hugo existe toujours en 2024. Il faut savoir que près de 800 millions de personnes souffrent de malnutrition. En hiver 54, il y a 70 ans, l'abbé Pierre lançait son fameux appel sur RTL. « Au secours, des gens meurent de froid et de faim !» Justement, cette nutrition est ce minimum habitable dont nous avons tous besoin pour vivre. Nos paysans, depuis des générations, sont des héritiers et descendants des méthodes d'agriculture ancestrales. Mais ils rêvent que leurs enfants connaîtront des jours meilleurs et de meilleures conditions de vie. Et pour ça, seule l'école et l'instruction peuvent sortir les enfants de leurs conditions de petits paysans. Certains instituteurs vont repérer les élèves les plus brillants et convaincre les parents de leur faire poursuivre des études. Mais laissez-moi vous raconter à ce propos une histoire qui me touche personnellement. C'est un ancêtre que j'ai dans ma famille, il s'appelait Jean-Louis Dorceau. Il est né en 1864 et mort en 1915. Fils de petit paysan à Surzur, sur la presqu'île de Ruisse, grâce à son instituteur qui s'appelait M. Herp, qui va le repérer et l'aider à rentrer à l'école normale d'instituteur à Savenay. Jean-Louis eut une reconnaissance et un respect envers son ancien instituteur avec qui il a entretenu une nombreuse correspondance. Le temps me manque pour vous délivrer quelques lettres, mais voilà. À l'inverse de Jean-Louis, mon père, lui, n'avait pas aimé l'école. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un instituteur qui l'avait humilié et frappé. Il n'en était pas moins bon qu'un autre, mais il était timide et il perdait tous ses moyens. Je peux vous dire qu'à 90 ans, il lui en voulait encore. Il m'en parlait tout le temps. Alors ça, ce n'était pas mieux avant. Jean-Louis deviendra instituteur, puis directeur d'école, puis après une brève carrière militaire, journaliste, et il finira sa carrière comme juge de paix. Mon père, lui, avait juste le certificat d'études, mais il a créé son entreprise, assez importante, à Surzur, dans les années 60-70, parce qu'il y avait quand même une cinquantaine de personnes. Je vais maintenant vous parler d'un président de la République qui était fils d'instituteur. Et on peut dire aujourd'hui qu'il est méconnu des Français. Il s'agit de Georges Pompidou, ancien Premier ministre du général de Gaulle. Fait-il partie de notre histoire où l'on pourrait dire c'était mieux avant? N'oublions pas que Pompidou, en tant que Premier ministre, a dû gérer la crise, la révolution de 68. De Gaulle, qui était président de la République, disait à son Premier ministre « Pompidou, soyez dur !» Ce dernier lui répondit « J'essaie, Monsieur le Président, mais j'ai du mal. » Pompidou était un amoureux de la poésie. Savez-vous que pendant sa présidence, Gabriel Russier, professeur de collège, fut condamné et emprisonné après avoir vécu une relation avec un élève de 16 ans. Cette affaire se terminera dramatiquement parce qu'elle se suicide en prison. Interrogé sur cette affaire, lors d'une conférence de presse par un journaliste, Pompidou, après un grand silence, nous répondit avec des vers de Paul Éluard. « Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable, au regard d'un enfant perdu, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. » On sait que ce poème fait référence aux femmes tendues à la libération. Hier sera toujours mieux que demain. François Sureau, écrivain,
C'était mieux avant, l'amour de la patrie. François Sureau, écrivain, a cité ces vers. Il est heureux celui pour qui la patrie est douce, parfait pour celui pour qui tout seul est une patrie. Courageux celui pour lequel le monde entier est un exil. C'est de Hugues de Saint-Victor, chevalier du Moyen-Âge. Après l'attaque des World Trade Center le 11 septembre 2001, le monde ne sera plus jamais comme avant. Nous sommes rentrés dans une ère de terrorisme islamique, une sorte de guerre permanente qui ne porte pas son nom. La montée du totalitarisme dans plusieurs pays d'Europe et dans le monde nous fait peur. Est-ce que notre liberté est en danger? Est-ce que les malades mentaux pourraient de nouveau être enfermés? La personne dont je vous parlais au début, c'est mon fils. Il s'appelle Cyril et il vit ici à Lorient. Est-ce que mon fils Cyril risquerait l'enterrement? Devons-nous pour ça regretter ou être nostalgiques du monde d'avant? Enfin, pour conclure, permettez-moi une autre anecdote personnelle. Lorsque je gardais mon petit-fils, Gaspard, il avait 5 ou 6 ans, il me demandait dans combien de jours elle reverrait son papa et sa maman. Je lui disais le nombre de dodos qu'il restait. Le dodo ou la nuit, c'est un espace-temps compréhensible pour un enfant. C'est une notion de temps pour demain. Demain, c'est quand? C'est après la nuit. Gaspard me renvoie dans ma propre enfance et ma propre nostalgie du passé, quand moi aussi j'étais un enfant. Hier n'était pas mieux que demain, car demain c'est aujourd'hui. Le destin de Cyril aurait pu être différent si sa maladie avait été décelée plus tôt. Le destin de mon père aurait-il été différent s'il avait eu un instituteur plus bienveillant? Nous sommes ce que nous faisons et ce que les autres font de nous. C'est de Jean-Paul Sartre. Je vous remercie. Merci Jean-Noël pour ce magnifique discours, très émouvant. Je prends le micro, peut-être qu'on m'entend pas. Le prochain candidat est un peu un récidiviste. C'est un ancien candidat de l'année dernière, Mathieu Bellacci. Il se dit être amoureux des débats, amoureux de la poésie, amoureux de l'art oratoire. Aujourd'hui, lui aussi, il a décidé de relever le défi et de répondre à la question « Hier est... » Non, je me trompe, c'est pas ça. Il a choisi le thème de l'hypocrisie et de la politesse, assez contradictoire. Sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, cher jury, je vous pose une question. La politesse est-elle une forme d'hypocrisie? Ou, comme le dirait Louis Dumur, auteur suisse du 19e, début 20e siècle, la politesse est-elle l'hypocrisie de la bienveillance? Bon, d'abord on va commencer simple. Qu'est-ce que c'est que la politesse? La politesse, on connaît tous, c'est un ensemble de normes, de règles qu'on l'on doit suivre pour s'intégrer en société. Ça peut être des actes, des paroles, des gestes, des choses assez simples. Et cet ensemble forme la politesse. Si on maîtrise ces règles, si on suit la politesse à la lettre, si on fait tout ça, on est quelqu'un de vertueux, puisque on est quelqu'un de poli, on suit toutes ces règles, on est quelqu'un de civilisé, qui sait s'intégrer dans la société. Alors, si la politesse rime avec finesse, elle rime aussi avec bassesse. C'est là que le bas blesse. Puisqu'ici, cette vertu, dans notre sujet, est liée avec l'hypocrisie, qui est un vice. Or, pourquoi? L'hypocrisie, c'est pas simplement un mensonge. Je pourrais vous dire que j'ai préparé ce discours longtemps à l'avance. C'est un mensonge. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est plus que ça, c'est plus qu'un simple mensonge. C'est aussi le fait de vouloir en tirer quelque chose pour soi. La reconnaissance, la gloire.
Par exemple, cher membre du jury, je pourrais vous flatter pour avoir l'air vertueux, quelqu'un de bien pour vous. Je pourrais vous dire, sans mentir, si vos ramages se rapportent à votre plumage, vous êtes les phénix des hôtes de ces bois, de cette assemblée. Alors que je n'en pense aucun mot, strictement rien. Non, excusez-moi, vous êtes très bien habillés. Voyez le vice? Je vous mens et vous m'aimez bien, vous m'adulez comme un courtisan auprès de son roi. Je fais tout cela pour passer comme quelqu'un de vertueux, comme quelqu'un de bien, sans posséder aucune de ces qualités. Tout cela dans l'objectif, la finalité, de réussir un concours d'éloquence. Bon, pour d'autres, l'hypocrisie sert à d'autres choses, être accepté, avancer, progresser dans la vie et dans la société, et réussir leur vie grâce aux faux semblants. Parce que oui, hypocrisie vient du grec hypocrisis, qui signifie faux semblant. Alors, la société, au travers de ses règles, de la politesse, nous inviterait-elle à devenir hypocrites, à abandonner notre vertu pour la bassesse et avancer plus aisément dans la vie, puisque c'est plus facile d'être hypocrite que d'être honnête? Comme disait Jean de La Fontaine, amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelques indignations dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. Obsèque de la Lionne. Le bac, c'est utile. Cependant, on ne va pas s'arrêter là. La politesse, c'est un peu plus compliqué que cela. Et si nous avons parlé d'étymologie, et non simplement de mensonges et de mythologie, nous observons que politesse vient du latin politus, qui signifie lisse. Car être poli, c'est être bien élevé. Être poli, c'est se tenir en société. Être poli, c'est arrondir les angles pour ne pas piquer notre interlocuteur. Et n'y voyez-vous pas non plus une autre ressemblance? Polis, polis en grec. Étymologiquement, le mot n'a rien à voir, mais en grec, polis signifie cité. Et je trouve ça assez intéressant, puisque la politesse n'est-elle pas la base de notre société? Le lien, le voici. La politesse rend cohérente la société. Elle permet de nous unir, de faire corps. Imaginez ne plus dire bonjour, ne plus prendre des nouvelles, ne plus vous lever devant des personnes importantes, ne plus saluer le jury. La politesse, c'est une règle vitale pour que la société de Périclès ne périclite pas et que l'animalité d'Hannibal ne revienne pas. Donc oui, très souvent, la politesse, on le fait par habitude. On n'y pense pas vraiment. C'est des gestes que nos parents nous ont appris. Voilà, on dit bonjour, parce que on l'a vu la personne, on la connaît. On dit bonjour comme ça, prendre ses nouvelles, puis après on doit vite partir parce qu'on est occupé, on a des cours. Mais est-ce que c'est hypocrite de dire bonjour? Est-ce qu'au fond on ne le pense pas? Est-ce qu'au fond on ne souhaite pas une bonne journée à cette personne? On agit par habitude, c'est vrai, mais si on s'arrêtait 5 minutes, qu'on y réfléchissait un petit peu, ça ne fait pas de nous quelqu'un d'hypocrite. On le fait, c'est naturel, c'est tout. C'est un réflexe. On ne pense pas à nos actes. On est vertueux, mais par habitude. Oui, vertueux. En effet, être poli, c'est être bienveillant. Ne sommes-nous pas contents quand quelqu'un vient nous saluer, un ami vient nous dire bonjour, et puis après il doit vite repartir, prendre de nouvelles, même si la personne doit partir rapidement et qu'elle est occupée. N'est-ce pas une preuve de respect aussi quand par exemple vous vous levez devant une personne importante? La personne doit être, j'imagine, assez contente quand on se lève pour elle. La politesse, c'est pas simplement une règle, c'est un ensemble de gestes bienveillants qui font plaisir et qui sont aussi des marques de respect qu'on adresse aux personnes. Elle rend cohérente la société et freine la violence et le ressentiment. Je prends un exemple très simple. Je suis un grand mangeur, j'aime beaucoup manger. Et quand on mange, en famille par exemple, on attend que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. C'est une règle de politesse de base. Imaginez maintenant
je prends mon assiette, je me sers, je prends la plus grosse part, je mange devant tout le monde, personne n'a été servi, il récupère les miettes. Vous crieriez au scandale, à l'injustice. Heureusement que la politesse permet d'éviter ce genre de choses. Alors, réhabilitons la politesse. Remettons l'Église au milieu du village. Il y aura toujours de l'hypocrisie, et que ce soit au travers de formules de politesse ou d'autres choses. Aux hypocrites, Hippocrate ne trouva aucun remède. Des gens, à l'inverse, on les prendra toujours pour des hypocrites, on prendra des saints pour des hypocrites, pendant que des personnes bien pensantes, des pays des droits de l'homme iront bombarder le Moyen-Orient. Ça ne posera aucun problème. La politesse est une hypocrisie quand elle n'a qu'un seul but, c'est servir nos propres intérêts, quand c'est pour nous. Je suis hypocrite pour gagner ce concours. Je suis poli pour gagner ce concours. Quand nos mots sont faux, que nous sommes simplement des beaux parleurs aux mots creux. Mais la politesse, quand elle est pensée, quand elle est profonde, quand elle est sincère, c'est une vertu. Elle vise à faire du bien aux autres, rendre la vie en société belle, et c'est encore mieux si ça devient une habitude. Alors je vous invite maintenant à réfléchir dans l'autre sens. Est-ce que la spontanéité, l'honnêteté à outrance, est-elle toujours bienveillante? Merci de votre attention. Merci Mathieu pour ce discours. J'oublie à chaque fois. Merci Mathieu pour ce discours. Le prochain candidat s'appelle Thibaut de la Villarmois. Il a lui aussi choisi de répondre à la question « Hier est-il toujours mieux que demain ?» C'est un amoureux de l'architecture, un passionné des longs discours. Il se dit aimer l'histoire. Sous vos applaudissements, Thibaut de la Villarmois. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de la question suivante. Hier est-il toujours mieux que demain? Qu'est-ce que hier? Qu'est-ce que demain? En ce moment même se trouve la frontière entre hier et demain. Si hier est l'histoire, demain est l'inconnu. Certains d'entre vous regrettent une époque, un moment de leur vie, à en devenir mélancolique. D'autres ne pensent qu'au lendemain, fuyant le temps tel un chapelet. Quand d'autres ne pensant et ne rêvant que pour l'instant présent. Un proverbe chinois de Lao Tse dit « Si tu es stressé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, alors tu vis dans le présent. » Effectivement, lorsque l'on évoque hier, nous avons coutume de dire « C'était mieux avant » ou encore « C'était le bon vieux temps ». Telle une preuve irréfutable du bonheur passé. Toutefois, lorsque nous évoquons l'avenir, nous disons « demain sera un jour meilleur », non pas comme une affirmation, mais comme un message d'espoir. Mais alors, pourquoi sommes-nous dubitatifs concernant l'avenir? La réponse se trouve dans l'essence même de l'homme. L'homme est un animal grégaire, et comme toute espèce, il ne peut connaître son avenir. Il connaît son passé, mais point son futur. Vous serez d'accord avec moi pour affirmer la peur, l'inquiétude, dans tout ce que dont nous sommes sans cesse confrontés au quotidien, concernant nos études, notre carrière professionnelle, ou encore notre santé ou celle d'un proche. Puisque oui, l'homme a peur de l'inconnu. Or, l'inconnu, c'est demain, et non hier. Pour autant, est-ce que dire « hier est mieux que demain » est une axiome ou une preuve de notre faiblesse?
En effet, une fois entendu cela, on serait tenté de répondre par oui. Néanmoins, l'affirmer n'est pas si évident, car inconnu est au lendemain ce que connu est à hier. Il me semble que chaque personne ici présente est capable de citer des événements passés, en tout genre, un peu comme une voyante, une diseuse de bonne aventure. Mais à l'inverse, et à ceci près, que vous dites la vérité et sans l'aide d'une boule de cristal. Ainsi, l'homme connaît son passé. Il connaît les vicissitudes de l'histoire. Il n'a pas peur du passé, donc d'hier. Cependant, qu'est-ce que hier? Si j'étais pessimiste, je répondrais Deuxième et Première Guerre mondiale, choléra, guillotine, Robespierre et la terreur, famine, ravage, d'un hiver sur une population vivant dans la précarité comme au Moyen-Âge, guerres incessantes, Hitler, Staline, et j'en passe. En revanche, si j'étais optimiste, je répondrais paix, avancée sociale, amélioration des conditions de vie de notre population. De Gaulle, Napoléon Ier, philosophe des Lumières, Château de la Loire, Arc de Triomphe, Versailles, et la liste est encore longue. Comme vous pouvez le constater, hier est riche en tribulations, tout aussi heureuses que tragiques. À nous seulement d'en parler avec équilibre, entre éloge et blâme. Nous connaissons donc notre passé, mais ne pouvons pas aussi connaître notre futur? Bien sûr, pas avec exactitude, non. Pour cela, il y a les voyantes, et leurs boules de cristal, rondes et roulantes entre leurs mains, comme elles vous roulent à la fin. Nous voilà donc à la deuxième problématique. Qu'est-ce que demain? Demain est un mystère pour l'homme, une suite d'aventures, comme une odyssée et un voyage long et périlleux, chargé de péripéties. Une expédition comme celle de l'aventurier grec Ulysse, où chacun embarque sur une trière en quête d'aventure, de gloire et de richesse. Or, pour atteindre ce but, la route est longue et périlleuse. Une route semée d'embûches. Un simple orage de mer et vous voilà tomber à l'eau. Sans espoir d'être secouru, votre odyssée s'arrête là. Chacun alors cherche à survivre, à surmonter les tribulations du voyage en espérant rester sur la trière jusqu'au retour. L'on s'accroche au pont, au mât, à la barre, à tout ce que l'on peut pour passer l'orage. Puis, lorsque le soleil chasse les mauvais nuages, lorsque le bleu remplace le noir, tout s'éclaircit. Et alors, on poursuit notre route jusqu'au prochain orage, en essayant avant d'œuvrer pour nos camarades, de fonder une famille, bref, de continuer à vivre. Même si nous ne savons pas de quoi sera fait demain, ne pouvons pas en avoir une idée? Car si hier il y a eu des guerres, demain il y en aura. Si hier il y a eu des tyrans, demain il y en aura. Si hier il y a eu du bonheur, demain il y en aura. Si hier il y a eu des grands hommes, demain il y en aura. Si hier il y a eu le catholicisme, demain il y en aura. Et si hier il y a eu des défis pour l'humanité, demain il y en aura. Nous ne vivrons pas les mêmes contextes, mais nous vivrons autant d'aléas demain que hier. Comme cette trière, nous ne savons pas où nous allons. Lors des tempêtes, on s'accroche, on persiste et on continue jusqu'au prochain caprice du temps. Parce qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'il y en aura d'autres des orages de mer, tout comme il y en aura d'autres des ciels clairs. Nous connaissons notre passé, et ce dans ses moindres détails. Nous connaissons notre futur, ou du moins dans ses grandes lignes. Puisque, telle la trière d'Ulysse, notre trière naviguera tantôt sous un ciel radieux, une mer calme et paisible, tantôt sous une mauvaise tempête. Reste à savoir son intensité, sa durée et ses conséquences sur nous. Donc oui, demain sera une épreuve, une suite de bonheur et de malheur, un chemin parsemé d'embûches avec le calme d'avant la tempête. Mais hier aussi a eu son lot de péripéties. Si demain nous connaîtrons des vicissitudes, hier aussi nous en avons connu. Alors, demain n'est-il pas hier? En effet, demain je serai étudiant, comme je l'étais hier. Non, en effet, demain je serai étudiant, tout comme je l'étais. Demain, monsieur, vous soufflerez vos bougies, tout comme hier vous les avez soufflées. Et rassurez-vous, cela n'est pas éternel. Demain, madame, vous ne parviendrez pas à faire votre créneau, tout comme hier vous ne l'avez pas réussi. Comme quoi, pas besoin d'être une voyante. Demain, les Bleus gagneront un match de foot, tout comme hier ils en ont gagné un. Reste seulement à savoir quand. Demain, M. Macron sera notre président de la République, tout comme hier il l'a été.
Mais rassurez-vous, toute chose a une fin. Oui, hier et demain est hier. Hier et demain marquent l'évolution de l'homme, celle de son histoire. L'histoire de l'homme en science, c'est hier avec les travaux sur la radioactivité de Marie Curie et demain avec l'intelligence artificielle. L'histoire de l'homme en société, c'est hier avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la bourgeoisie et demain avec la Constitution de la Ve République française. L'histoire de l'homme en politique, c'est hier avec la monarchie capétienne et demain avec la démocratie française. Si hier est mieux que demain, alors demain est mieux que hier, car hier et demain sont consubstantiels dans la vie d'un homme. Hier et demain font partie d'une histoire, celle de l'homme. La vie est une aventure, chargée de mésaventures. Gare à toute forfaiture, car la vie est dure à celui qui torture. Demain est un mauvais présage. Hier, lui, est rempli d'ombrage. Mais ne pensez pas au ciel noir. Hier est à blâmer, demain à espérer, et rien ne sert de s'émouvoir. Il faut s'accrocher à cette trière afin d'atteindre ce ciel clair, qui apparaît au passé comme au futur, car l'histoire est une aventure. Si tu préfères hier, alors tu es stressé. Si tu préfères demain, alors tu es anxieux. Mais ne préfères-tu pas cet instant de légèreté, tel un ange dans son royaume des cieux, venant t'annoncer la bonne nouvelle? Oui, tu vivras dans l'éternel. Le début de mon discours est dans le passé, comme la fin de mon discours est dans le futur. Car hier est un savoir, demain un espoir. Je sais ce que je vous ai dit, j'espère seulement vous avoir convaincu. Merci Thibaut. Enfin, une fille. Elle se dit être sensible, créative, passionnée. Doriane Zorna a elle aussi choisi de remonter le défi et de répondre à la question « Hier est-il toujours mieux que demain ?» Barbara Cassin a dit « J'ai la nostalgie de cet hier où je pouvais croire que ce serait mieux demain. » Mesdames, messieurs, hier est-il toujours mieux que demain dans un monde versatile et ambitieux qui peut à la fois construire et détruire. Cette pensée traverse l'esprit des hommes et les années depuis l'Antiquité. Au 1er siècle avant notre ère, Valerius Caton, dans ses Poetae Minores, disait « Est-ce ma faute si nous n'en sommes plus à l'âge d'or ?» Il m'aurait mieux valu naître alors que la nature était plus clémente. Ô sort cruel qui m'a fait venir trop tard, fils d'une race déshéritée. Le philosophe Lucien Gerfagnon parle d'empire du pire, dans un ouvrage où il recense 30 siècles de citations passéistes. À chaque siècle, les auteurs se lamentent, s'apitoient sur leur temps, pleurent l'utopie d'une époque révolue, regrettant la splendeur passée. « C'était mieux avant, dit maman. J'avais moins peur pour mes enfants. » À mon époque, disait mamie, le monde était meilleur et les valeurs bien plus jolies. Des phrases passéistes qui ont traversé les générations de ma famille, mais sûrement des vôtres aussi. Nos ancêtres nous transmettent la nostalgie d'une époque ancienne, échappant ainsi au climat contemporain anxiogène. Cela vient de partout autour de nous. Hier est mieux que demain. Le monde tournait bien mieux, les enfants s'amusaient avec un rien. Il y avait plus de respect pour les anciens. C'est la décadence de la jeunesse. Les connaissances étaient meilleures, les aspirations plus hautes. À qui la faute? Au temps qui passe, aux souvenirs négatifs qui s'effacent pour ne laisser la place qu'à un idéal tenace défendu par les anciens. Idéal qui agace les plus jeunes, qui se surpassent pour faire face à l'impasse d'un monde qui les dépasse. Monde dans lequel l'angoisse prend place et les terrasse. Étouffante nostalgie, overdose des plus jamais ça. Espoir fugace de demain plus beau qu'hier dans un monde qui ne connaît que la guerre. Guerre des médias, des États, guerre silencieuse de non-dits insidieux. Hier, terre des 2 guerres mondiales.
18,6 millions de victimes pour la première, 60 à 80 millions de victimes pour la seconde. Des chiffres qui donnent le vertige et pourtant, nous n'avons jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. Demain n'a jamais été aussi incertain. Moi aussi, j'ai peur pour l'avenir, que tout s'empire. Ainsi, comment dire que demain, le meilleur reste à venir? Hier, il n'y avait pas toute cette pression des médias nous abreuvant d'informations négatives. Attaques terroristes, incendies, tsunamis, tremblements de terre, guerres, famines, règlements de compte de plus en plus jeunes, disparitions, meurtres, trop de monde sur la planète, le changement climatique, la pollution. Leur pouvoir persuasif et leur influence sur l'opinion publique. Ils laissent de côté les évolutions positives qui nous donneraient foi en demain. Ils préfèrent privilégier le spectaculaire et nous dépeindre l'horreur indicible d'un avenir précaire. Hier, les écrans ne nous éloignaient pas de la réalité, n'étiolaient pas le lien que l'on partageait avec nos proches. On découvre le monde à travers un écran, mais qu'est-ce qu'on y connaît vraiment du monde? Les réseaux sociaux nous aveuglent de fausses vérités, de photos retouchées, de commentaires haineux et déplacés. Le numérique est une pression constante, nous rend dépendants. Hier, j'envoyais un mail pour répondre à ma copine et ma sœur allait sonner aux interphones des siennes pour discuter. Hier, mon frère retrouvait ses copains pour aller jouer, les miens habitent trop loin, heureusement je peux les appeler. Même la science-fiction et la dystopie en témoignent. Hier est mieux que demain. Aldous Huxley, H.G. Wells, René Barjavel, Ray Bradbury, Frank Herbert, George Orwell, Margaret Atwood, Pierre Boulle. Tous nous dépeignent un monde nouveau, placent l'humain face à lui-même, face à ce qu'il pourrait être demain, face à un monde ravagé afin de le faire réfléchir sur la condition humaine et les valeurs morales. Tous partent de nos sociétés contemporaines pour en créer de nouvelles, utilisent la science et le progrès pour justifier l'après. Qui n'a jamais eu peur d'un demain tel qu'il apparaît dans ses romans? L'humain est en perpétuelle quête. Il regrette le temps de son enfance, pleure son innocence perdue, déplore son insouciance envolée. L'humain grandit, change, apprend. Je me souviens d'avoir eu hâte de ressembler à mes parents. Ils me disaient de prendre mon temps, de ne pas être pressé. Mais je ne les ai pas écoutés. Peter Pan avait raison, il ne faut jamais devenir grand. S'envolent alors les espoirs et les rêves, s'enfuit l'insouciance et s'installe la nostalgie. L'humain vit chargé de mémoire par les expériences qu'il a autrefois éprouvées et se voit tout de même les regretter pour ne pas avoir à affronter ce qu'il ne connaît pas. Il redoute ce demain qu'il a si longtemps attendu, qu'il a si souvent imaginé, éternel fardeau du mythe fondateur et du paradis perdu. Hier, monde utopique pourtant lui aussi traversé par des catastrophes. L'avant est-il un modèle de perfection? Lorsque les femmes brûlaient sur le bûcher accusées de crimes que seul Lord Ali pouvait prouver. Hier, quand l'amour était bafoué car jugé non conventionnel. Hier, lorsque les femmes étaient d'éternelles mineures dépendantes de leur père et de leur mari. Hier, lorsque l'espérance de vie était divisée par 2. Hier, lorsque la ségrégation raciale définissait la géographie spatiale d'un bus. Hier, quand les hommes vivaient sans confort. Hier, quand un peuple était accusé d'être inférieur à un autre. Hier, quand les hommes partaient en guerre et n'en revenaient pas. Hier, quand les populations mouraient de faim, de froid et de maladies qu'on ne soignait pas. Ah! Hier, quelle chimère! Temps précaire dont on tolère les erreurs afin de ne pas les refaire. Non! Hier n'est pas mieux que demain. La liberté d'aujourd'hui et de demain vaut tout l'or du monde. La vie, c'est tout prévoir. L'humain prévoit pour se rassurer. On prévoit tout. Le nombre de temps que mettra la clope que tu fumes et jettes par terre à se désintégrer. Les ouragans, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les séismes. On prévoit quand il y aura du soleil, de la pluie, des nuages et de la neige. On prévoit le nombre d'années qu'il faudra pour tuer la planète sur laquelle nous vivons. La trajectoire des étoiles, la pleine lune et les marées. On prévoit comment les gens vont réagir face aux publicités, ceux qu'ils vont voter aux élections. On prévoit même ta mort avant ta naissance. Et pourtant, il reste des choses que l'on ne prévoit pas. On ne prévoit pas demain, comme on ne prévoit pas un arc-en-ciel, comme on ne prévoit pas la trajectoire des éclairs. Contrairement à hier, demain se constitue d'imprévus. Là est l'inquiétude des hommes. Comment maîtriser un demain dont il ignore tout? Alors, ils disent que c'était mieux avant. Nous sommes impuissants face au temps. Nous ne pouvons lui échapper, ne parvenons pas à le figer. Brassens disait « Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé. »
Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. C'est pareil pour le passé. On lui pardonne toutes ses erreurs, se conforte qu'il fallait que ça arrive pour ne pas faire pire. Promesse avortée par une société qui a évolué. Il était une fois hier, lorsque l'on a annoncé à cette jeune fille qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne fallait pas être en colère, qu'elle allait bien finir par s'y faire. Il était une fois hier, cette même jeune fille qui a dû tout réapprendre, renaître de ses cendres, s'occuper l'esprit pour ne pas penser à lui. Courir après le temps pour combler le manque d'un parent. 1000 raisons de vivre pour ne pas lâcher prise. Il était une fois hier, une annonce, puis le silence, tandis que sous ses pieds le monde s'effondre. Il était une fois hier, quand elle a traversé la tourmente de la déferlante qui a causé sa perte. Quand elle a affronté l'espoir délusoire, les larmes, la douleur, le silence, l'absence. Elle n'était pas préparée aux turbulences. Hier, quand elle s'est se lever sans vraiment savoir ce qu'elle faisait, qu'elle a commencé à parler en essayant d'être digne, de ne plus pleurer, qu'elle a regardé les dizaines de personnes qui l'écoutaient faire son discours, alors qu'elle voulait juste mourir elle aussi. Elle ne réalisait pas, elle étouffait, elle souffrait. Hier, elle traversait le déni à la nage en essayant de ne pas boire la tasse. Elle traversait la tempête en essayant de ne pas s'y perdre. Elle surmontait la colère comme ce gros orage qui menace d'éclater les soirs d'été. Elle en voulait à la terre entière hier. Elle est heureuse de s'être relevée pour connaître demain. Demain est la cicatrice de sa plaie d'hier. Pourtant, hier, papa riait encore. Mamie cachait les œufs dans les fleurs du jardin, Pépé préparait du pot-au-feu et Mémé chantait la Java bleue. Parrain regardait des chiffres et des lettres, Marraine faisait toujours de nouvelles mosaïques et des peintures de ses mains expertes. Et mon autre Pépé faisait chanter son Père Noël dans la cage d'escalier. Hier est le sanctuaire de tous nos éclats de rire et la demeure éternelle de ceux qui nous sont chers. Hier, ils n'avaient pas préparé leur valise pour l'ailleurs. Le jour ne s'était pas levé sur la nouvelle qu'ils s'étaient envolés. Hier, le bonheur était au bout du chemin. Le sera-t-il aussi demain ? Hier est ce livre que l'on range dans notre bibliothèque une fois lu et que l'on ne ressort pas tout de suite. On en range de nouveau devant et au moment d'agencer différemment, on retrouve celui qui nous a procuré tant d'émotions. On est envahi par ce sentiment de nostalgie et alors on reprend ce livre entre nos mains. On s'installe confortablement et nous le relisons pour revivre cette aventure qui nous avait tant plu. C'est ça, un souvenir. C'est ça, hier. Un livre relégué au fond d'une bibliothèque. On l'oublie peut-être, mais il est toujours là. Bien caché, un peu poussiéreux, mais là, parmi des centaines d'autres. Les souvenirs, les hier, sont les livres de la bibliothèque de notre vie. Et pour certaines personnes, hier est ce livre merveilleux qu'ils ont pris plaisir à lire, tandis que d'autres préfèrent découvrir demain, plutôt que relire encore et encore ce livre ancien. À l'aube d'un nouveau jour, j'affirme que demain est mieux qu'hier, que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli depuis des décennies. Mais j'affirme aussi que je préférais hier, quand mes proches étaient encore sur terre, quand papa me serrait dans ses bras, qu'il riait fort et qu'il râlait pour rien. Hier, quand j'avais encore mon père qui adorait regarder les reportages sur la guerre et les soirs d'orage, la symphonie des éclairs. Hier est une terre d'expérience et de souvenirs, tandis que demain est le territoire d'innovation et d'opportunité. Alors, de quoi qu'est fait notre avenir, nos demain, il faut vivre, car la vie est incertaine et la mort vient sans prévenir. Il faut faire le deuil d'hier pour aimer demain. Waouh. Incroyable. J'ai envie de dire, mon âme de féministe a envie de dire que les femmes sont toujours incroyables dans tout ce qu'elles font. À présent, nous allons accueillir notre prochain candidat, notre magistral et théâtral Rémi Bouteiller, qui lui aussi tentera d'apporter une réponse à cette fameuse question « Hier est-il toujours mieux que demain ?»
magistral et théâtral, j'aimerais que mon nom le soit aussi, mais malheureusement, Rémi Bouteiller, c'est pas très... Bon, on fait avec ce qu'on a. Mesdames et messieurs du jury et vos publics, je viens à votre rencontre... On est bien comme ça? Je viens à votre rencontre par cet exercice difficile qu'est l'éloquence, prenant mon courage à deux mains, seul face à vous, avec un message d'une très haute importance, une quête de plus haute vertu, un idéal. Il est temps pour nous de nous lever et de mettre fin à cette tyrannie immémoriale imposée par le temps. Tous ensemble, nous devons supprimer demain, l'interdire de ces jours. Alors écoutez, j'ai peu de prétentions dans la vie en général, chacun vous le dira, et c'est en cette qualité que je me propose, humblement, de changer toutes vos idées reçues, à la fois sur le passé et à la fois sur l'avenir. Je suis ici pour vous convaincre du fait que ma cause, quoique étonnante, vaut la peine que vous m'écoutiez, et même plus, que vous me suiviez. C'est pourquoi, à la question « Hier est-il toujours mieux que demain ?», je réponds « Oui, toujours ». Tout d'abord, et tout doucement pour commencer, et ne perdre personne, on va commencer par les chimères, tout bêtement. Demain. Et là, je vous parle de l'idée de demain. Je vous parle pas de se faire ça entre midi et 2 avec un café et des biscottes. Je vous parle de l'idée de demain. Qui a déjà vu demain? Qui le connaît? Très sérieusement, on en parle, mais vous l'avez déjà vu, vous? Vous le connaissez? Bien sûr que non. Jamais personne n'a vu demain. Nous cueillons les jours depuis que cet idiot d'Horace a ouvert sa bouche, et pourtant, chaque fois qu'on m'a vendu demain, j'y ai cru, naïvement. Mais chaque fois, j'ai été déçu. Déçu de découvrir que demain, c'est aujourd'hui. Uniquement lui. Toujours aujourd'hui. Vous attendez demain, et voilà aujourd'hui. Par contre, hier, je le connais. On connaît tous hier. Hier, c'est un ami. On l'a déjà croisé. Il est de la famille. Mais ce demain, traînant ça et là, dans les rivières et les campagnes, il semble extérieur, étranger. Je vous vois, hein. On va prévenir. Avant que vous ne vous avanciez, sachez bien évidemment que je n'ai aucun problème avec les étrangers. Moi-même, j'ai quelque part dans le business. Hein. Mon affaire ici, ce n'est pas les étrangers, mais bien les inconnus. Le grand inconnu. L'avenir orgastique ou pas. L'avenir, ce traître, quoi qu'il en soit. Tenez, pour imaginer mon propos, par un exemple simple et plaisant, prenons-moi. Je suis jeune, je suis beau. Quoi? Je suis jeune, je suis beau, débonnaire, je suis heureux, poli, courtois, gracieux. Mais demain, qui sait pour demain? Demain, je serai peut-être prof, une sorte de monument d'érudition, un ermite. Je serai cet étendard républicain qui nous guide depuis l'enfance. Je serai un sage, un ancien, respectable. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être par espoir, peut-être je me propulse et je confonds, je crois, avec le sujet sur l'hypocrisie, la politesse. La politesse. Alors, il me faut reprendre sur mes histoires de hier et de demain. Vous, mesdames et messieurs du jury, vous, ces questions stériles doivent vous assommer, non? Au bout d'un moment. Demain vaut-il toujours mieux qu'hier? Un tien vaut-il toujours mieux que deux tu l'auras? Avoir un idéal, est-ce que c'est bien raisonnable? Et l'existence, est-ce qu'elle précède l'essence? Pire encore, l'inné, est-ce qu'il précède l'acquis? Toujours. Pourtant, ces questions, chacun se les pose à son heure. Et voyez-vous, j'aimerais m'arrêter sur la dernière car, je le crois, c'est en celle-ci que repose l'antinomie présente entre hier et demain. Vous allez voir. Le fait est que hier, c'est un inné qu'on a souvent, et je dis bien souvent, tandis que demain, c'est un acquis qu'on n'a jamais. Et ça, j'en suis sûr. Jamais. Vous me suivez? Hier nous est offert, tandis que demain nous reste à faire. C'est notre affaire. Et mis à part quelques personnes respectables ici, nous sommes tous jeunes et par conséquent, nous sommes tous alertés par les combats de demain. Nous avançons tous, et ce,
avec notre respectable jury, tous, dans la peur et l'anxiété, mais heureusement, main dans la main, songeant à demain, tandis que nos anciens, pas vous évidemment, avancent eux au passé composé, c'est-à-dire un coup au présent et un coup au passé. Et curieusement, ça ne va pas pour le bien quant à mes espoirs pour l'avenir. C'est pas... Non. Et cette peur de l'avenir, justement, croyez-moi, ce qui est affreux et exaspérant avec cette peur de demain, c'est que quand elle vous prend, ça ne s'arrête pas le lendemain. Car demain, c'est ce harceleur qui me fait me présenter à vous. Il est là, tapi, à vous attendre au creux de la nuit, dans les campagnes, dans les rivières. Et, croyez-moi sur parole, je suis insomniaque. Ce moment où l'aiguille passe, et genre on est le lendemain, ça me fait toujours froid dans le dos. C'est effrayant. C'est donc pourquoi... Très bien. C'est donc pourquoi je suis là, pour vous proposer d'effacer demain, qu'il disparaisse comme le jour et ne revienne comme la vie. Je veux chaque jour chasser la nuit pour qu'on vive ensemble un séjour éternel, voyez, un truc avec des perles de pluie, des rois morts, ce genre de choses. On peut voir. Bon. Pour élever un peu mon propos, parce que je vois que vous ne me prenez pas au sérieux, c'est le moment où je sors une citation, tactique de base, on prend un président quelconque, on fait genre argument d'autorité, et hop. Voici. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Vous me suivez? Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. C'est bien, hein? On dirait du Renault. Alors, vous savez quoi, pour la peine? On ne dira pas le nom de ce cher François M. C'est pas cool. Parce que moi, j'y pense à l'avenir. J'y pense très fort. Je vous le jure. Et il me lasse. J'ai vu Dune 2 l'autre jour. C'était effrayant. Ce pauvre Timothée Chalamet. Affreux. Affreux. Et donc voilà. Moi, depuis, je suis anxieux. Je dois vous l'avouer, car de mon humble avis, ce cher président, dont nous tairons le nom encore une fois, ne devait pas savoir ce que c'est que l'anxiété. Voilà pourquoi il pouvait de mon œil débiter de telles bêtises et partir en paix. Car pour moi, c'est une certitude. L'anxiété, c'est la mère de tous les rejets. Ça, et peut-être la peur du changement, de ce qui ne sera plus, et même encore plus de ce qui sera. Voilà pourquoi les gens ont peur. Mais après tout, c'est humain. Pourquoi, lorsque je pense à demain, je sens mon cœur se serrer? On se le demande. La question est simple. Mais pour y répondre, on va faire un peu de gymnastique. Je dois avancer, mais vers hier. Vous me suivez? C'est le problème avec ce thème, c'est une galère. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que hier, voyez-vous, hier, il est particulier. Hier, c'est une figure. C'est Prométhée. C'est l'endosseur de toutes les fautes. La seule raison pour laquelle on peut estimer qu'hier a péché, c'est que jamais il ne m'a exaucé quand j'ai voulu qu'il reste. D'ailleurs, voyez, comme une époque, excusez-moi, telle que le collège ou la Covid a pu tant vous emmerder. Ça marche, ça, hein? J'ai dit emmerder, quoi. D'ailleurs, voyez, comme une époque telle que le collège ou la Covid a pu tant vous emmerder, et comme aujourd'hui, vous en reprendriez bien une gerbe. Ça, ce truc-là, c'est l'effet grandiose du passé. Il adoucit le vécu. C'est le temps vaseline, le Mozart des temporalités. Grâce à lui, dans 20 ans, ma mère aura été une sainte et mon père m'aura élevé. Ce temps-là, c'est la plus grosse cam sur le marché. C'est le nec plus ultra. C'est avec ça que je me suis vu regretter des mecs qui bouffaient quand même leur morvonnée. C'est fortiche. C'est le temps de l'enfance. Et c'est forcément le temps des regrets. Mais il est doux, atténué, dénué du froid, des larmes, sauf des plus belles. Et si vous êtes normal, c'est-à-dire pas comme moi, à regretter demain d'avance, il vous est forcément arrivé un jour où vous avez regretté hier. Et c'est là ma thèse. Hier, c'est la base. Alors écoutez, je fonde mon parti, mais on n'est pas chez Gérard Majax. Je n'ai pas de grande réponse à vous donner quant à la nature de ce mal. Qui peut retourner les meilleurs vers un avenir irréel, si ce n'est ma réponse à moi, ma réponse toute personnelle, et elle ne vaut que pour les meilleurs, évidemment. Cette année,
J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont inspiré, et sans qui je ne serais pas devant vous d'ailleurs. Eh bien, ces gens, c'est hier que je les ai rencontrés. C'est ni aujourd'hui, et c'est ni demain, ni plus jamais. C'était hier. Si demain est merveilleux, il ne le devra qu'à hier. S'il est terrible, tôt ou tard, il le devra à hier. Nous sommes le fruit de notre passé, et moi, je remercie chaque jour hier pour ce qu'il m'a donné, car, après tout, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et que je suis heureux de cette journée. Alors pourquoi vous ne la rendrez pas éternelle avec moi? Merci. Enfin, une autre fille. Il semblerait que nos deux anciens candidats ont choisi de répondre au même sujet. Louline Guy se dit être tête en l'air. Et alors, curieuse, elle a choisi de répondre à la question « La politesse n'est-elle qu'une forme d'hypocrisie ?» Sous vos applaudissements. Louline Guy, 12 rue de la Galère, 94 800 en partiel. Louline@gmail.com, alors je vous l'épelle, L comme le Seigneur des Anneaux, O comme on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, U comme Hulk. Le reste, vous vous débrouillez, c'est derrière de toute façon. 06 06 06 06 07. Lettre adressée à l'association Beau-Parleur, Université Bretagne Sud, 4 rue Jean Zay, 5600 Lorient. Le 11-04-2024 à Lorient. Objet, concours d'éloquence, la politesse est-elle une forme d'hypocrisie? Alinéa. Mesdames, messieurs, chers jurés, la question est épineuse. La politesse, cette subtile danse des conventions sociales, souvent revêtue d'un voile de rectitude, cache-t-elle une hypocrisie latente? La politesse est souvent dictée par des normes sociales strictes, qui imposent un comportement spécifique dans certaines situations, comme une lettre adressée à un organisme, un établissement ou une superbe association. Cela peut forcer les gens à agir de manière hypocrite en se conformant à ces normes, même si cela va à l'encontre de leurs convictions personnelles. Si je termine par exemple ce discours par « Dans l'attente de vos applaudissements, je vous prie d'agréer, chères madame, messieurs, chers jurés, l'expression de mes salutations distinguées, cordialement Louline Guy », est-ce que je vais le penser vraiment? Il est indéniable que la politesse nécessite parfois de prononcer des paroles que nous ne pensons pas vraiment, dans le seul but de préserver l'harmonie sociale ou d'éviter les conflits. Mais le déséquilibre entre ce qui est dit et ce qui est ressenti est si grand que l'on ne peut que le considérer comme de l'hypocrisie. Attention, nous ne nous demandons pas là si la politesse est une bonne chose. Nous nous demandons si la politesse est hypocrite. Alors, oui, je le dis, la politesse est une forme d'hypocrisie. D'après la définition du dictionnaire Le Robert, l'hypocrisie est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Dans son étymologie, ce mot vient du grec hypocrites, qui voulait dire comédien. Alors, quand on rend un compliment quand quelqu'un nous en a donné un, quand on donne notre place à une mamie dans le bus, alors qu'il fait chaud et qu'on est épuisé, quand on dit bonjour à un voisin qu'on n'aime pas, sous cette cascade de politesse, ne se cache-t-il pas, ne serait-ce qu'une infime forme d'hypocrisie? Ne sommes-nous pas, en ces occasions, des comédiens maîtrisant l'art du grand théâtre de la vie quotidienne? Alors, effectivement, quelqu'un nous a dit qu'on avait des beaux cheveux, et alors, on veut complimenter sa tenue en retour. Cette personne a été tellement gentille de prendre le temps de nous le dire. Alors, effectivement, une mamie a très souvent des difficultés physiques plus importantes. Alors, elle mérite plus, un petit peu plus, tout petit peu, de s'asseoir dans le bus. Et effectivement, il vaut mieux cohabiter avec son voisin plutôt que de se faire la guerre. Cependant, la politesse n'induirait-elle pas un lâcher-prise prochain? Une cocotte minute qui bout et qui finira par exploser à force de ne pas dire ce que l'on pense. Et de l'autre côté, comment voulez-vous boire les paroles de politesse de ceux qui ont l'air bons et dont on ne se méfie pas? Comment pouvons-nous maintenir l'ordre social si nous nous mentons les uns envers les autres parce que c'est plus correct?
Dans tellement de cas, la politesse est utilisée comme un outil de manipulation sociale pour obtenir ce que l'on veut des autres. Les individus peuvent être polis pour dissimuler leurs véritables intentions et manipuler les autres à leur avantage. Il s'agit évidemment là d'hypocrisie. Combien de fois avons-nous été obligés de sourire et d'acquiescer bêtement, même lorsque nous étions en désaccord, simplement pour éviter les conflits ou pour ne pas briser l'harmonie apparente? Cette conformité sociale forcée est inutile. Le rire peut parfois être un vernis social. Derrière le rire des politesses, il y a un rire qui cache les véritables intentions. D'ailleurs, le rire se rend bien compte de ce qu'il cache. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le sous-rire. Ce sourire de politesse peut entraver la résolution des conflits en empêchant les parties impliquées de s'engager dans un dialogue ouvert et honnête. En résulte alors un tissu social fait de fils de faux semblants où les véritables émotions sont reléguées au second plan, au profit d'harmonie, disons-le, artificielle. Plutôt que de rechercher des solutions constructives, cela ne fait qu'exacerber les tensions et prolonger les conflits. Aristote disait même « Vous ne pouvez pas être et ne pas être quelque chose en même temps et sous le même aspect. » La politesse, mesdames et messieurs, deviendrait l'ennemi de la civilisation elle-même, la façade individuelle pour l'espoir d'un collectif fort. Mais ce collectif n'est basé que sur des individus qui mentent. Vous êtes peut-être encore convaincus que la politesse est une marque de civilisation et d'éducation. Sachez qu'elle peut également être utilisée pour maintenir des structures de pouvoir et de privilèges existantes. Par exemple, un employé peut être poli envers ses supérieurs. Cette utilisation sélective de la politesse révèle une attention sous-jacente, parfois pour obtenir les bonnes grâces de son chef. La politesse est utilisée pour perpétuer des inégalités sociales plutôt que de promouvoir la véritable égalité et le respect mutuel. Parce qu'il est vrai que dans un monde idéal, la nécessité de la politesse impliquerait d'être attentif aux sentiments des autres et de chercher à les mettre à l'aise. La politesse témoignerait d'une certaine empathie et d'une volonté de faire preuve de compassion envers autrui. Mais la politesse n'est pas qu'une notion de bienveillance. On nous a éduqués toute notre enfance à dire « Bonjour, au revoir, merci, bonne journée !» Dans une uniformité des plus totales. Si on doit nous former pour la politesse, c'est qu'elle n'est pas naturelle et qu'on doit s'y forcer. Le langage est si immense, mais on nous force pourtant à dire précisément ces mots-là. Bonjour, merci, au revoir, bonne journée. Pourquoi ces mots-là exactement? Pourquoi doit-on dire bonjour à un supérieur et salut à un ami? La politesse, dans sa prononciation elle-même, instaure un degré de distance et d'intimité et bride les hommes à trouver leur place dans une hiérarchie. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de dire « Salut Manu » au président, finalement? Pourquoi vaudrait-il plus que notre meilleur ami, que nous connaissons par cœur? En plus, ça fait une petite rime interne en « U ». Salut Manu, c'est poétique. En plus d'être hypocrite, la simple existence de la politesse sépare les hommes, qui ne se connaissent pas, au lieu d'installer un climat de rapprochement. Comme vous l'avez compris, nul besoin d'aller à l'extrême opposé. Je ne vous dis pas là qu'il faut tous s'aboyer dessus comme des animaux. Mais pourquoi ne pas être honnête? Pourquoi ne pas dire plutôt « Merci d'avoir complimenté mes cheveux. Merci d'avoir pris le temps de me le dire. » Ou alors « Écoutez, mamie, grand-mère, dame âgée, madame, j'ai travaillé toute la journée, j'ai très mal aux jambes et il fait chaud. Est-ce que je peux vous donner le siège dans 5-10 minutes ?» Ou encore « Bon, cher voisin, je sais qu'on s'apprécie pas trop, j'ai mis la musique trop fort hier. Tu as préféré appeler les flics plutôt que m'en parler, mais est-ce que ça te va si on fait pas semblant de se dire bonjour ?» Il ne s'agit pas là de politesse dans ces 3 exemples, mais d'honnêteté. Si à la place de la politesse comme forme d'hypocrisie, ne pourrions-nous pas utiliser l'honnêteté comme forme de politesse? Ainsi, mesdames et messieurs, chers jurés, la question de la politesse en tant que forme d'hypocrisie ne peut être balayée d'un revers de main. Elle soulève des interrogations fondamentales quant à la nature même de nos relations sociales et de notre identité individuelle. En définitive, il nous appartient de naviguer avec sagacité entre les eaux troubles de la politesse et les récifs de l'hypocrisie, dans l'espoir de préserver l'intégrité de nos interactions humaines. Alors, pour terminer ce discours, je ne vous dirai pas, dans l'attention, dans l'attente de vos applaudissements, je vous prie d'agréer, chères madame, messieurs, chers jurés, l'expression de mes salutations distinguées, cordialement, Loulingui. Je vous dirai plutôt, avec politesse et honnêteté, merci. Merci de m'avoir écouté, chers jurés. Est-ce que je me répéterais si je dis que les femmes sont incroyables dans tout ce qu'elles font?
Merci Louline pour ce magnifique discours qui était notre dernière candidate. À côté de vous, vous avez des petits papiers sur lesquels vous pouvez écrire le nom du candidat que vous aurez choisi. Voilà, vous avez la liste. Avant de partir, bonjour. Avant de partir, juste une instruction. Pour sortir, il faudra sortir vers cette porte-là. Jean-Baptiste vous attend à la fin. Jean-Baptiste qui est au fond. Voilà, coucou Jean-Baptiste. Qui vous attend à la fin, à qui vous devez donner le petit papier. Et avant ça, l'incroyable, le charismatique, le plus beau parleur, Dogan Dagan vous fera un discours. Chers participants, Madame la députée, éminents membres du jury, invités distingués et chaleureux spectateurs. Quand je réfléchis à cette soirée mémorable, une seule pensée me vient à l'esprit. Ah là là, que c'est beau l'éloquence. Je m'estime très chanceux de pouvoir clôturer ce magnifique concours d'éloquence dans ce temple de l'histoire qu'est cet amphithéâtre François Chappé. Alors que vaut la chance d'un gagnant de l'euro-million face à l'opportunité que j'ai de faire une ode à l'art oratoire. Ah là là, que c'est beau l'éloquence. C'est d'ailleurs vous, participants, qui avez réussi et de manière aisée à nous donner un aperçu de vos talents oratoires. Votre passion, votre engagement, votre maîtrise de l'art oratoire ont été inspirantes. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, nous avons bien compris à travers cette belle soirée à quel point l'hypocrisie et hier ont été des thématiques inspirantes pour vous. Car sur les 5 sujets que nous avons proposés, seulement l'hypocrisie d'hier et la politesse de demain vous ont assez marqué pour prendre la parole. Néanmoins, on ne peut qu'admettre le fait que vous nous avez emmenés dans différents voyages extraordinaires à travers vos discours, captivant ainsi nos esprits et touchant nos cœurs. Que vous ayez gagné ou non, vous êtes des gagnants à nos yeux, car vous avez osé prendre la parole et donner vie à vos pensées. Soyez donc sans crainte, vous êtes bel et bien des beaux parleurs et des belles parleuses. N'en déplaise à Mathieu. Ah là là, que c'est beau l'éloquence. Je ne pense pas d'ailleurs que les membres du jury me contrediront, à moins que Sylvain Lemeur, coach en prise de parole, soit soudain pris d'une élancophobie. Bien heureusement, notre cher jury très hétéroclite aime l'éloquence, tellement que je peux parier sans brancher que leur expertise, leur objectivité et leur dévouement contribueront à l'évaluation équitable des beaux discours que nous avons assistés. On ne peut donc que remercier ce jury d'exception qui nous a accordé de son précieux temps et de ses compétences afin de guider les participants sur le chemin de l'excellence. Merci pour votre précieuse contribution. Nous tenions spécialement à remercier l'Université Bretagne Sud qui nous a gracieusement prêté cet amphithéâtre chargé d'histoire. Cette confiance accordée a permis de réaliser depuis 2 ans des concours d'éloquence où les talents ont pu s'épanouir et briller. Ce soutien indéfectible est une preuve de l'importance que notre université accorde au pouvoir des mots et à l'éloquence. Enfin, je voudrais adresser un message particulier à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés ce soir. Votre présence dans cette salle est le témoignage de votre intérêt pour l'art oratoire et votre soutien à ces jeunes orateurs talentueux. En écoutant attentivement, en applaudissant chaleureusement et en encourageant ces brillants esprits, vous avez créé une atmosphère d'inspiration et de partage. Votre présence et votre soutien ont été une source de motivation pour ces orateurs en herbe et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Alors que nous apprêtons à clore cette soirée mémorable, rappelons que l'éloquence est bien plus qu'un exercice rhétorique. C'est une compétence essentielle dans notre monde complexe et en perpétuelle évolution. Les mots ont le pouvoir de changer des vies,
de guider des décisions et de forger des destins. Puissent les discours entendus ce soir nous inspirer et nous exprimer avec clarté, empathie et conviction, que ce soit sur une scène, dans une salle de classe ou dans nos interactions quotidiennes. Ah là là, que c'est beau l'éloquence. Merci à tous d'avoir rendu cette soirée exceptionnelle. Pour ma part, je vous quitterai sur une citation inspirante d'un certain écrivain breton. Ernest Renan dit « Il y a dans l'homme quelque chose de supérieur à la langue. C'est la volonté. Et nous, beaux parleurs, continuerons à chérir cette volonté et à la démocratiser à travers l'éloquence. » Merci à vous.